Et puis tout doucement, on arrive à notre terminus. Comme on était à côté du mont Fuji, vous devez vous douter d'où on est arrivé. La ville la plus peuplée du Japon, d'Asie et même du monde, avec ses multiples arrondissements et quartiers comme Shibuya ou Asakusa, la capitale de l'Est, Tokyo. Ça y est, on y est, Tokyo. La dernière ville que l'on va visiter durant notre voyage de 15 jours intenses. La capitale du Japon. On embarque dans le bus, comme d'habitude, et comme c'est bientôt midi, on nous emmène à notre restaurant. On voit que c'est pas le même level que les autres villes. Là, il y a beaucoup plus de monde. On se retrouve alors au 10e étage d'une tour qui surplombe la métropole. Au menu, salade avec un peu de condiments et d'autres plats chauds ensuite. Après ce repas vertigineux, on repart ensuite dans le bus pour reprendre de la hauteur. Oui, car on arrive au pied d'une tour, ou plutôt de deux, car on est en bas de l'observatoire des tours jumelles de Shinjuku. D'après mes recherches, c'est aussi là que se trouve la mairie de Tokyo. On attend quelques minutes dans la file d'attente, puis on arrive enfin dans l'un des ascenseurs. Maintenant, devinez combien d'étages on doit monter. Proposition: 1 étage, 12 étages, 45 étages ou 2542 étages. Je dois avouer que j'étais quand même pas très confiant dans l'ascenseur, parce qu'on était une dizaine, et que si l'ascenseur s'arrête ou descend de 45 étages, c'était pas très bien. Bravo si vous aviez trouvé. Oui, parce que 2542 ça fait beaucoup. Après 1 minute de montée, et en vrai c'est plutôt long, on a réussi à monter les 202 mètres de la tour. On se penche devant les fenêtres pour bien nous rendre compte de la hauteur et pour observer l'horizon. On profite vraiment du large panorama que nous offre la ville. Petite anecdote aussi, dans cette tour, il y avait un piano. Et si tu voulais en jouer, tu pouvais, mais il fallait faire la queue. Logique. Il y a d'abord un adulte qui vient, qui joue plutôt bien, hein, on doit l'avouer, il jouait même vraiment bien. Et là, un petit garçon haut comme 3 pommes arrive. On se dit, oui, il va jouer un petit morceau tout gentil. À côté de l'adulte, ça va être un peu nul, tu vois. Et là, il nous sort un morceau de 10 minutes, digne des plus grands, sans aucune erreur. C'est bon? Dans quelques années, il y a moyen qu'il soit l'un des pianistes les plus connus du monde. Et nous, on l'a vu dans une tour. Vous imaginez? Du haut de la tour, on peut voir notre prochain lieu à visiter, c'est cette forêt qui se trouve en plein milieu de la ville, bizarrement. En fait, c'est un sanctuaire, le sanctuaire Meiji. Ça fait bizarre d'avoir de la verdure dans une ville aussi urbanisée que Tokyo. Dans ce sanctuaire, on a vu plusieurs tonneaux, et si on lit bien ce qu'il y a écrit dessus, on se rend compte que ce sont des tonneaux de vin français. On peut lire que la majorité des vins, si ce n'est tous, viennent de Bourgogne. Logique, vu que c'est l'une des régions les plus connues pour ses vins. Et juste en face de ces tonneaux de vin, on voit la même chose, mais cette fois-ci avec des tonneaux de saké. On passe ensuite le torii en bois de cèdre, puis on marche un petit peu pour arriver jusqu'au centre du sanctuaire, le Meiji Jingu Gyoen. La particularité de cet endroit est qu'il y a beaucoup de mariages, mais vraiment beaucoup. Shintoïstes du coup, vu que c'est un sanctuaire. Et justement, vous vous en doutez, on en a vu un. C'est bizarre car dans les autres sanctuaires, on nous a pas dit s'il y avait des mariages ou pas. Et j'ai l'impression que dans celui-ci, il est connu pour ça. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui se suivent, dont les mariés. Ils sont en costume traditionnel, le mari est en hakama et la mariée porte un shiromoku. Et même les plus petits se sont mis sur leur 31. Ça doit être déroutant de faire ton mariage dans un lieu public et aussi prisé que ce sanctuaire. Surtout que tout le monde te regarde. Bref, après cette parenthèse très spéciale et loin de la ville, on repasse par les multiples rues bondées. Et au bout d'un moment, notre bus s'arrête à un endroit très particulier. Il s'arrête à un passage piéton. Ça peut paraître banal, mais c'est pas pour laisser passer 3 ou 4 personnes. Oh que non. C'est pour laisser passer plus de 1000 piétons. Et encore, c'est en moyenne 2500 piétons qui passent à chaque traversée, soit 2,4 millions de piétons par an. Je vous présente le quartier de Shibuya qui est très réputé pour son carrefour piéton, que vous avez sûrement vu dans les films, car il est vraiment très connu. Ce quartier, il est pas connu que pour ça, c'est aussi un lieu très branché avec beaucoup de magasins, mais ce qui est effrayant en plus, c'est que malgré le nombre de personnes qui sont passées, il y a encore des personnes qui attendent pour traverser.
On a même vu des Power Rangers. C'est bon, ça refait ma journée. Mais petit à petit, il commence à faire nuit, comme chaque jour d'ailleurs. Le bus nous ramène, mais on n'a pas le temps d'aller à l'hôtel, donc on part direct au restaurant. Cette fois encore, on reprend le métro qui est vraiment très présent dans les grandes villes. Puis après avoir mangé encore une fois dans un izakaya, si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir l'épisode 3 du Japon. Puis on revient à notre hôtel, vous l'aurez compris. Aujourd'hui et pour le restant du voyage, comme je vous l'ai dit, on va visiter Tokyo. Malgré son image de ville super urbaine et technologique, on a vu qu'elle a gardé son côté traditionnel avec ses sanctuaires et temples. Et justement, on va en visiter un nouveau, le sanctuaire Nezu. On sent que le sanctuaire est plus vivant. On voit des gens se promener, jouer, il y a plus de faune comme des tortues ou des carpes, mais il reste tout aussi calme. Je pense que c'est l'un de mes sanctuaires du voyage préférés. Ici aussi, on voit une succession de torii, mais pas autant que dans l'épisode précédent. On découvre petit à petit des nouvelles parties du sanctuaire tout aussi magnifiques. Puis on se dirige vers la sortie pour aller à un endroit plutôt connu, le quartier d'Ueno, avec son zoo. Alors on est juste passé devant, mais on a pu visiter ses alentours, et notamment le parc d'Ueno, qui est vraiment plutôt connu. On voit que même à Tokyo, il y a quand même de la faune et de la flore. Ensuite, on arrive sur une longue allée avec une grande place et une fontaine qui nous mène directement au musée national de Tokyo. Inauguré en 1872, c'est le plus vieux musée national du pays. Ici se trouve une grande collection d'art japonais et abrite le plus grand nombre de trésors nationaux du Japon. Avant de rentrer, petite anecdote, on a vu un objet assez drôle, c'est ce garage à parapluies. Au Japon, il y a pas mal de voleurs de parapluies, oui, croyez-moi. Donc au lieu de les mettre dans les sortes de pots là qu'on a en France, ou même dans les autres pays, on les met ici, avec un petit cadenas. Bref, on revient au musée. Le bâtiment est divisé en 5 espaces, l'espace Honkan, Heiseikan, Doyokan, Hyokeikan et la galerie des trésors de Horyuji. C'est des noms un peu compliqués, je vous demande pas de les retenir. On commence donc avec la partie Honkan, qui est le bâtiment le plus ancien du musée et qui contient le plus d'œuvres, qui abrite toutes les œuvres archéologiques de la préhistoire de l'époque Jomon à l'époque Asuka. On y trouve des objets et peintures de l'Antiquité à l'époque Edo. On y trouve notamment les fameux sabres et armures des samouraïs. Les autres bâtiments qu'on n'a pas pu visiter sont plus pour des expositions temporaires, donc on n'a pas pu y aller et on est plutôt revenu dans la ville. Ici, on voit bien que c'est aussi une rue où il y a beaucoup de monde, très marchande. Et en marchant un peu, on arrive devant deux bâtiments, la Flamme d'Or et la Asahi Beer Tower. Et oui, si vous regardez bien ce bâtiment, on peut voir qu'il représente une pinte de bière. Et la flamme juste à côté est, d'après ce que j'ai lu, censée représenter le cœur brûlant de la bière Asahi.
Ils ont été construits en 1989 et d'après mes recherches, les habitants ne les aiment pas trop parce qu'ils les appellent l'étron d'or et le bâtiment caca. C'est vrai que l'art moderne, mais en même temps, c'est quand même assez spécial. Je vous ai dit qu'il y avait particulièrement du monde et c'est normal puisqu'on se rapproche du quartier d'Asakusa, l'un des quartiers les plus fréquentés de la ville. Et pourquoi est-ce qu'il est si fréquenté? Eh ben parce qu'il possède un des temples les plus connus et iconiques, le temple Sosenji. Dit comme ça vous dit peut-être rien, mais à son entrée se trouve une porte très connue, le Kaminarimon, la porte de la foudre, qu'il y a dans Mario Kart, c'est pour ça que ça vous dit peut-être quelque chose. À 250 mètres de cette porte se trouve donc le temple, mais on est obligé de passer par la rue marchande de Nakamise pour l'atteindre. On visite la grande partie des commerces et bâtiments, puis on prend de la hauteur dans ce qui semble être un bâtiment touristique, pour observer toute la longueur de la rue. Et dans ce même bâtiment se trouve justement une maquette de la ville, de ses bâtis et de ses arrondissements. Et c'est là qu'on se rend compte de la grandeur de Tokyo. Puis le soir, pour notre dernier dîner, on mange dans les sous-sols d'un centre commercial où l'ambiance est très cosy et le repas est, comme d'habitude, très bon. Notre périple passe de plus en plus vite et ça fait déjà 2 semaines qu'on est au Japon. C'est donc le dernier jour de notre voyage malheureusement. D'un autre côté, c'est une journée libre, donc on va pouvoir profiter une dernière fois de Tokyo et de la culture japonaise. Pour ce dernier matin, on va donc vagabonder vers le temple bouddhiste Tsukiji Honganji dans l'arrondissement de Chuo. Il est reconnaissable par son architecture imposante et particulière qui rappelle l'Occident. Il a justement été imaginé par l'architecte Ito Chuta au XXe siècle et construit en 1934. C'est un temple assez spécial car il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas en plein air, il a un toit et c'est en intérieur, donc il n'est pas relié directement avec la nature. On continue de marcher à travers la ville sans but précis et on arrive devant le théâtre Kabukiza. Comment on a su que c'était un théâtre? Déjà parce que d'autres personnes de notre groupe du voyage sont allées voir du théâtre dans ce théâtre, mais aussi parce que son nom est très spécial. Il s'appelle Kabukiza et le kabuki c'est un genre de théâtre très spécial au Japon. C'est de là que vient son nom d'ailleurs. Kabuki ça vient de ka qui veut dire chant, bu qui veut dire danse et ki qui veut dire technique, ce qui résume déjà assez bien ce que c'est. Vous avez forcément déjà vu des acteurs de ce genre, ce sont des personnes qui sont maquillées tout en blanc et qui jouent des pièces de théâtre épiques. C'est donc ça le kabuki. On continue tout droit dans la rue de Ginza, qui est plutôt connue, ça vous dit peut-être quelque chose, jusqu'à un carrefour où on voit le Seiko House Clock Tower, qui est un lieu très touristique de l'horlogerie. Mais nous, on va aller dans le bâtiment juste en face, le centre commercial Mitsukoshi. À la base, on y était allé pour visiter un aquarium, mais au final, on est plutôt monté tout en haut du centre, où il y avait des jardins, et on a regardé une exposition d'œuvres d'art, puis visité les magasins rapidement. Ensuite, on tourne à ce même carrefour, puis on fait face à 2 grands bâtiments. Dessus, on voit des pubs Chanel avec Marion Cotillard. Ça fait un peu bizarre qu'il y ait des choses françaises à l'autre bout du monde. C'est aussi dans cette rue que quelque chose de vraiment incroyable s'est passé. Il y avait une course de cartes. Oui, les gens passaient à fond entre les voitures dans leurs cartes comme dans Mario Kart. Alors rassurez-vous, ce sont des professionnels. Non, bien sûr que c'est illégal, ce ne sont pas des professionnels. Donc ne tentez pas l'expérience. Bref, dans cette même rue, on a trouvé une librairie. Car un de nos souvenirs qu'on voulait absolument acheter, c'était des mangas en japonais. Du coup, on a regardé, on a choisi. Moi j'ai pris le tome 1 de One Piece et de My Hero Academia parce que c'est vraiment 2 mangas cultes. Et on a essayé de se faire comprendre pour acheter les livres, puis on est reparti. On continue encore tout droit pour arriver jusqu'à la rue Kachibashi, une rue très fréquentée par les voitures visiblement. Et on revient sur nos pas par une autre rue juste à l'ouest. On vagabonde tranquillement en passant devant des cinémas avec des animés à l'affiche. Vous êtes peut-être perdu temporellement, mais là, il est environ 12h30. Et donc, en fait, on est à la recherche d'un restaurant. Donc on avait mis Google Maps pour y aller. On passe par un gigantesque passage piéton, qui n'est pas celui de Shibuya, mais qui est quand même assez grand. On passe aussi devant des bâtiments de luxe toujours plus grands. Puis on arrive enfin dans un petit restaurant dans un coin de rue.
Encore une fois, on a mangé très japonais comme vous pouvez le voir. Et ouais, tout ça pour ça. Puis après, on part à la recherche d'une salle d'arcade, un peu comme celle qu'il y avait à Kyoto. Et au final, on va trouver, sauf que là, c'était vraiment des jeux beaucoup plus rétro. Il y avait du Tetris, des jeux de tennis, etc. On se balade encore dans Tokyo en passant à côté du parc Shibuya et en faisant face au Shisei Kaikan, construit en 1929 et qui était l'ancien siège de la presse japonaise. Le temps nous rattrape peu à peu et on doit retourner à l'hôtel pour préparer nos valises. On doit quitter nos chambres et on attend dans le hall pendant que la nuit tombe. Oui, j'ai adoré ce voyage. C'était très bien. Pas autant que Lohan. Je pense que Lohan il languit de retrouver sa maison. J'ai pas spécialement hâte, mais il faut bien le retrouver. Hein. La nourriture, qui a beaucoup de riz. J'étais étonnée qu'il n'y ait pas beaucoup de sushis. Aussi les temples, je trouve qu'il y en a beaucoup, alors qu'en France pas du tout. Le baseball. Non, c'est le pont de liane, parce que je trouve que ça passe ou ça casse. Oui, mais je veux dire, tu tombes ou tu tombes pas, quoi. Et sinon, le soir, les crêpes. Moi, j'ai beaucoup aimé quand vous étiez déguisé en samouraï. Ah bah pas bon. Pas bon. J'ai bien aimé le pont de liane, même si c'était totalement atypique, totalement surréaliste. Et puis, ouais, Hiroshima aussi, j'ai bien aimé Hiroshima. L'avion, la sécurité. Non, c'était le jour de Tokyo. On allait en direction de Kyoto et je trouve qu'il y avait beaucoup d'heures de car et c'était un peu chiant au bout d'un moment. Le moins plus, je pense qu'il n'y a pas trop de concurrence. Le tofu. Le plus dans le vrai truc japonais, c'est le riz. Sauf qu'au bout d'un moment, ça me gavait et c'était un peu chiant d'en manger tout le temps. Et sinon, les fritures aussi. Et les crêpes. Et la crêpe. Ouais, les tempura et les crêpes. Ouais, bon, 7 ou 8, c'était sympa. Et après, tout n'a pas été parfait, donc 7 ou 8, facile. Ouais. C'était sympa. 8,5. Parce qu'à des moments, c'était un peu chiant. J'avais envie de rentrer, d'aller me coucher. Les valises font un bruit lourd dans la ville. C'est notre dernière fois dans la capitale. C'est notre dernière fois dans le bus. On va donc vagabonder vers le temple bouddhiste Tsukiji Honganji dans l'arrondissement de Chu. Il est reconnaissable pour son architecture imposante et particulière qui rappelle aussi. C'est notre dernière fois à l'aéroport. C'est notre dernière fois dans l'avion. C'est notre dernière fois au Japon. Le retour en France a été très dur, aussi bien physiologiquement avec le décalage horaire que psychologiquement parce qu'on était triste de retrouver notre quotidien. On retrouve Paris, notre région, notre voiture, notre maison. Bon, après tout ce voyage, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Déjà, j'ai trouvé que ce voyage était très ressourçant. On a vraiment découvert une nouvelle culture, de nouveaux paysages, de nouvelles cuisines. Et c'était aussi l'occasion de tester pour la première fois l'avion. Après ce voyage, vraiment, ça m'a donné envie de m'améliorer en japonais. Parce que je pensais avoir un bon niveau en japonais, sauf que quand je me retrouvais là-bas, j'étais complètement perdu. Donc j'ai commencé à installer Duolingo, mais j'ai vu que l'appli était pas ouf pour le japonais. Donc je suis passé sur une autre application, Busuu, que je vous recommande si vous voulez apprendre le japonais évidemment.
évidemment. Et aussi ça m'a donné envie de découvrir certains aspects de la culture plus en profondeur, comme par exemple la musique ou la gastronomie. En parlant de cuisine, j'ai trouvé que les menus étaient vraiment très variés. On a eu beaucoup de condiments, beaucoup de riz, mais très peu de sushi, contrairement à ce qu'on peut penser. Limite, on a mangé plus de frites que de sushi. Ça nous a permis de découvrir des nouveaux assaisonnements, même si on n'est pas très habitué à cette gastronomie, mais c'était quand même bien. Donc comme vous pouvez le voir, ce voyage n'est pas totalement fini. Je continue toujours à être attaché au Japon et à sa culture. Même le fait de faire le montage et de créer ces vidéos, ça m'a permis de mieux poser ma voix par exemple. Ça m'a permis de faire un nouveau format de vidéo, à m'entraîner sur de nouveaux formats, à redécouvrir un petit peu ce voyage sous un autre angle et à vous le partager à vous. J'espère toujours y retourner un jour ou l'autre, que ce soit pour le travail ou même pour un autre voyage, mais je garde ce voyage comme un très beau souvenir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et toute la série. Moi je vous dis en tout cas à une prochaine vidéo, peut-être sur le Japon. En tout cas, salut, fichtre.